C'est Atus Manus et Jean-Mi. Il y a des jeux où l'on construit, il y a des jeux où on optimise, et il y a des jeux où on avance, car sinon on avancera à votre place. Ayons, les âges de la conquête, c'est exactement ça. Le jeu connaîtra une campagne de financement participatif, vous aurez en description de la vidéo le lien pour aller voir tout ça. Ici, on ne développe pas tranquillement sa civilisation dans un coin, on la projette dans l'histoire. On la pousse à travers les siècles, à travers les ères, à travers les aïons, en choisissant à chaque fois quelle culture va façonner votre identité, et surtout quelle direction on décide de prendre. Expansion brutale, domination religieuse, puissance militaire, ou encore contrôle stratégique. On commence à l'aube de l'histoire, et tour après tour, on traverse des centaines d'années jusqu'au XXe siècle. Chaque nouvelle culture que l'on ajoute change notre manière de jouer. Elle peut apporter des capacités, des unités d'élite, ou bien des ruptures stratégiques. Rien n'est figé. Votre civilisation évolue, elle se transforme. À Aion, les âges de la conquête se jouent de 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 2 heures à partir de 14 ans. C'est un jeu de Florian Dumont et il est édité par Histoire de Jouer. Modèle de la fiche technique, ce qui marque surtout c'est l'ambiance autour de la table. Très vite la carte devient tendue. Les frontières ne sont jamais sûres, on observe les ressources des autres. On calcule qui domine quelle phase, on attend le bon moment pour frapper. Et quand arrive une percée en fin de partie, on sent que tout peut basculer. Il y a une vraie dynamique sociale, je trouve. On sait qui on doit attaquer, mais on sait aussi qui on doit ralentir. On peut consolider ou choisir l'agression immédiate. Et ici, chaque décision pèse, et chaque erreur se paye. C'est un jeu de conquête frontale stratégique. Et si vous voulez l'emporter, il faudra accepter d'être agressif dès le départ. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tout fonctionne concrètement. La mise en place, les tours, et bien entendu, en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis. On entre dans l'histoire et on regarde comment la réécrire. Allez, on va voir comment ça se passe. Et maintenant qu'on a posé le décor et qu'on prend l'ambition du jeu, on va entrer dans le concret. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le jeu, ainsi que sa structure générale, pour que vous compreniez comment tout s'articule autour du plateau, des civilisations et des cultures. On parlera de la mise en place, parce qu'elle conditionne déjà beaucoup de choses dans la dynamique de départ. On parlera de ce qui fait le cœur du jeu, le déroulement d'un aïon, phase par phase. L'idée est de vous permettre de visualiser une partie en train de se jouer, de comprendre les interactions entre domination, évolution, religion, production et campagne militaire. On abordera les combats, les invasions, système d'agglomération culturelle. On parlera des différents modes de jeu et la manière dont les objectifs structurent réellement l'attention autour de la table, parce que c'est un élément central de l'expérience. Et enfin, je terminerai par un avis posé pour vous aider à savoir si le jeu peut réellement trouver sa place dans votre ludothèque et autour de votre table. Installez-vous confortablement. On va voir ce qui donne vie à cette fresque de conquête à travers les âges. Ici, c'est donc une version prototype que m'a fait parvenir l'éditeur afin que je puisse vous en parler. Donc, ce n'est pas la version définitive, bien entendu. Aion, les âges de la conquête, est un jeu d'histoire et de stratégie dans lequel chaque joueur dirige le destin d'une civilisation à travers les différents âges de l'humanité. La partie débute à l'aube de l'histoire. À chaque tour, plusieurs centaines d'années s'écoulent, jusqu'à atteindre le XXe siècle. Au fil du temps, vous ajoutez de nouvelles cultures à votre civilisation. Ces cultures vous apportent des capacités inédites, ainsi que des unités d'élite inspirées des plus grands guerriers de l'histoire. Votre objectif est de faire évoluer votre civilisation et d'accomplir des missions afin de surpasser les civilisations adverses. Pour y parvenir, vous devez annexer leur cité, soit par la guerre, soit par la conversion religieuse. Le hasard occupe une place très réduite dans le jeu. Ce sont vos choix qui déterminent la victoire. Ce n'est ni un jeu de gestion, ni de développement de civilisation, c'est un jeu de conquête. Pour l'emporter, vous devez adopter une posture agressive dès le début de la partie. Aion, les âges de conquête, ne prétend en aucun cas être une référence historique. Bien que le jeu s'inspire de l'histoire, il s'agit d'un jeu de conquête uchronique et non d'un jeu éducatif. Donc, les passionnés de civilisation ancienne pourront remarquer certains anachronismes ou inexactitudes. L'intention est également de susciter l'envie d'en apprendre davantage sur certaines cultures mises en avant, parfois méconnues du grand public. Le plateau comporte différents types d'emplacements et d'éléments. Ici, nous avons une cité de niveau 0. Ici, une cité manufacture avec une garnison de niveau 2. Ici, c'est une cité berceau, dans cet exemple-là pour l'Asie. Ici, une cité objectif, une ressource de savoir, de richesse, de dévotion. Ici, ce sont des frontières terrestres. Ici, le détroit rouge, zone maritime rouge, point de civilisation. Ici, vous voyez une frontière maritime. Comme ceci, ce sont toujours des cités. Avec 1 point, ce sont des cités et garnisons de niveau 1. Celles avec 2 points, ce sont des cités manufacturières et garnisons de niveau 2. Il faut également savoir ce qu'est l'adjacence terrestre. Ici, Edmonton est adjacente aux cités présentes dans le même territoire. Celle-ci, ainsi que celle-là. Mais aussi aux cités territoires adjacentes. Donc celles-là, ainsi que Montréal, Vinland, Network, elles sont adjacentes. Pour les adjacences maritimes, une flotte présente dans cette mer permet pour son propriétaire l'adjacence par une seule voie maritime. Vous avez une idée de comment fonctionne le plateau. Car elle représente l'ensemble des territoires, cités, zones maritimes, dans lesquelles les civilisations vont évoluer au fil des âges. De nombreuses cités sont réparties sur la carte. Ces cités sont intégrées dans différents territoires et zones maritimes structurées par plusieurs types de frontières et de détroits.
Le plateau représente une vue stylisée de la Terre. Il est constitué de différents éléments qui forment la géographie du jeu. Les territoires sont définis par des frontières terrestres. Chaque territoire peut contenir jusqu'à 3 cités. La plupart des territoires sont légèrement teintés de la couleur d'une civilisation. Cette information est utile dans le cadre des objectifs de victoire. Une cité est représentée par un cercle sur la terre ferme. Elle peut comporter différentes informations sous forme d'icônes. Une cité est soit neutre, soit contrôlée par une civilisation. Certaines cités ont leur nom précédé d'une étoile sur une bannière aux couleurs d'une civilisation. Il s'agit des cités objectifs. Par exemple, les cités Cross, Athénaï et Pra sont contrôlées par l'Europe. Pnonos et Athénaï le sont de manière native. Paréa, comme ceci, est contrôlée grâce à un marqueur de contrôle. La cité Mangosia est dans le même territoire, mais elle n'est pas contrôlée. Athénaï, Roma et Aslat font partie des cités objectives de l'Europe. Certaines cités possèdent des garnisons. Elles sont représentées par un nombre de points indiquant leur niveau. Ces garnisons doivent être prises en compte lors de la conquête ou la conversion des cités neutres. Une fois une cité neutre conquise, convertie ou annexée, ces garnisons sont recouvertes par un marqueur de contrôle et ne sont plus utilisées. Il existe une exception, les garnisons des berceaux. Ces garnisons restent actives tout au long de la partie, sauf si elles sont recouvertes par une unité alliée ou par un marqueur de contrôle ennemi. Les icônes que vous voyez au-dessus des cités accordent des ressources à chaque phase d'initialisation. Une icône de savoir accorde un point de savoir. Une icône de dévotion accorde un point de dévotion. Et une icône de richesse accorde un point de richesse. Chaque civilisation commence la partie en contrôlant son berceau et sa cité secondaire. Aucun marqueur de contrôle ne doit être placé sur ces deux cités. Elles ne peuvent être recouvertes d'un marqueur de contrôle que par un adversaire qui en prend possession. Un berceau est une cité manufacturière dont la couleur du cercle correspond à la civilisation à laquelle il appartient. Comme vous pouvez le voir ici, ou encore là. Un berceau possède une garnison de niveau 4. La cité secondaire possède la même teinte que le berceau, comme vous le voyez ici, mais ne possède pas de garnison, exception faite de l'Amérique du Nord, qui commence la partie avec le berceau de Sakat, et au cours de l'Aion 2, elle ajoute un deuxième berceau Newark. C'est la seule civilisation à posséder 2 berceaux. Une cité manufacturière permet de produire gratuitement une unité, une fois par tour, en fonction des évolutions réalisées. Les mers, quant à elles, sont délimitées par des frontières maritimes. Chaque mer comporte un emplacement de forme ovale. Cet emplacement peut être libre ou occupé par une flotte. Certains territoires sont reliés par une double flèche blanche. Cela représente un détroit permanent. D'autres territoires sont reliés par une double flèche rouge. Il s'agit alors d'un détroit bloquable. Une mer est adjacente à un territoire lorsqu'elle le borde, et inversement. 2 cités sont adjacentes dans la situation suivante. Lorsqu'elles se trouvent dans le même territoire. Lorsque les territoires qu'elles occupent partagent une frontière terrestre. Lorsque les territoires qu'elles occupent sont reliés par un détroit permanent, même si la mer adjacente est occupée par une flotte ennemie. Lorsque les territoires qu'elles occupent sont reliés par un détroit bloquable dont la mer adjacente n'est pas occupée par une flotte ennemie, lorsque les territoires qu'elle occupe sont reliés par une mer occupée par une flotte, dans ce cas, l'adjacence ne bénéficie qu'à la civilisation propriétaire de la flotte. 2 mers sont communes lorsqu'elles partagent une frontière maritime commune. 2 cités ne sont pas adjacentes lorsque les territoires qu'elles occupent sont reliés par un détroit bloquable dont la mer adjacente est occupée par une flotte ennemie. Une cité ou une mer ne peut être occupée que par une seule unité. L'unité est considérée comme contrôlée lorsqu'une civilisation y place un marqueur de contrôle. Un marqueur de contrôle n'est pas une armée. Il doit cependant être considéré comme ayant un niveau 0 car il peut être amélioré en armée de niveau 1. Un marqueur de contrôle est utilisé lorsqu'une cité vient d'être convertie sur ce côté-là. Il sert de rappel et empêche cette cité d'être à nouveau convertie durant le même tour. Dans Aion, 6 civilisations sont jouables. Chacune débute avec une première culture archaïque. Au fil de la partie, d'autres cultures viendront s'y ajouter. Chaque civilisation possède un style de jeu propre. Ce style pourra évoluer selon les cultures choisies. Les capacités spécifiques de chaque culture sont détaillées dans un livret à part qui s'appelle le livret des évolutions. Chaque civilisation dispose de son propre plateau. Ce plateau permet de gérer les ressources, d'indiquer le score des civilisations. Il existe, comme je vous l'ai dit, 3 types de ressources. Savoir, dévotion, richesse. Une partie d'Aion dure au maximum 5 tours. Chaque tour correspond à une nouvelle ère. Au tour 1, l'Aion 1, la tuile culture, intégrée au plateau, indique la culture archaïque de départ. Cette culture constitue la fondation de l'arbre de développement de la civilisation. Ici, c'est une zone de stockage pour les bonus d'attaque et de défense. Ici, le nom de la culture. Ici, c'est le berceau et cité secondaire de départ. Les 4 évolutions de la culture archaïque. Ici, c'est la piste et score de civilisation. Une zone de stockage des ressources. Rappel des phases d'un tour. À partir du tour 2, donc à l'Aion 2, chaque civilisation procède à une agglomération culturelle. Elle ajoute alors une nouvelle tuile culture. Cette tuile peut être placée soit recto, soit verso. Elle est placée immédiatement à droite de la dernière tuile culture posée. Si la partie dure 5 tours, une civilisation aura donc posé 4 tuiles, tour après tour.
Chaque culture possède ses forces et ses faiblesses. Certaines sont orientées vers l'expansion, c'est-à-dire l'acquisition de nouveaux territoires. D'autres favorisent la consolidation, en renforçant les territoires et les capacités déjà acquises. Certaines cultures peuvent combiner ces deux orientations. Par exemple, autour d'eux, la civilisation européenne doit choisir entre ces deux cultures, la culture celtique ou la culture Imperium Romanum, qui serait placée comme ceci. Chaque civilisation dispose d'une réserve composée d'unités régulières et d'unités d'élite. Ces unités sont réparties en deux types. Les armées, qui sont des unités terrestres, les flottes, qui sont des unités navales. L'unité représentée par une pièce en bois, sa hauteur indique son niveau. Ce niveau correspond à sa puissance au combat, en attaque comme en défense. Les pièces en bois, elles, sont toujours aux couleurs de ces civilisations. Il existe 3 niveaux d'armée régulière, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Pour les flottes, là encore, c'est aux couleurs de la civilisation. Il existe 3 niveaux de flotte régulière, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Selon certaines conditions, chaque culture peut disposer d'armées d'élite et de flottes d'élite. L'unité d'élite est définie par la tuile culture à laquelle elle est associée. Son coût est de 0. L'iconographie de la tuile indique son niveau ainsi qu'une éventuelle capacité. Une armée d'élite ou une flotte d'élite ne peut agir que durant son aïon. Autrement dit, elle ne peut être utilisée que pendant l'aïon où la culture à laquelle elle appartient a été ajoutée. À la fin de cet aïon, l'unité d'élite est retirée de la partie. Il est donc essentiel de tirer pleinement parti des unités d'élite pendant l'aïon correspondant. Le niveau d'unité d'élite peut différer selon qu'elle attaque ou qu'elle se défend. Par exemple, l'armée spartiate, propre à la culture Archaïda et Lada, qui correspond à l'aïon 1, il s'agit d'une armée de niveau 1 ne disposant d'aucune capacité particulière. Elle est retirée de la partie durant la phase d'initialisation, sous phase réinitialisation, de l'aïon 2. Chaque plateau de civilisation possède une piste de civilisation. Chaque civilisation peut progresser sur cette piste. Cette progression peut permettre de dominer certaines phases de jeu. Elle permet également d'obtenir des bonus au palier 3, 6, 9 et 12. Au palier 3, vous gagnez une ressource ainsi qu'un emplacement de stockage associé. Pour l'Europe, il s'agit d'un savoir. Niveau 6, vous gagnez une ressource ainsi qu'un emplacement de stockage additionnel associé. Pour l'Europe, il s'agit d'une richesse. Vous piochez également une carte mission. Au palier 9, vous gagnez une ressource de votre choix ainsi qu'un emplacement de stockage additionnel pour n'importe quelle ressource. Vous piochez une carte mission. Au palier 12, vous détruisez une ressource de votre choix. Vous piochez une carte mission. Les actions suivantes permettent d'augmenter votre score de civilisation. Terminer une évolution comportant l'icône correspondante. Ajouter une culture comportant l'icône sous son nom. Terminer une mission dont la récompense comporte l'icône correspondante. Être le premier à prendre le contrôle d'une cité comportant l'icône correspondante. Seule la première civilisation à prendre le contrôle de cette cité gagne le point de civilisation associé. C'est bien entendu ce symbole-là. Chaque civilisation possède une pioche composée de 17 cartes missions. Une carte mission peut être utilisée de deux manières. Soit être simplement défaussée pour obtenir un bonus immédiat, soit être conservée jusqu'à accomplir sa mission, puis défaussée pour obtenir une récompense plus importante. Si votre pioche de carte mission est épuisée, vous ne pouvez plus en piocher. Vous ne pouvez jamais avoir plus de 3 cartes mission en main. Si vous devez piocher une ou plusieurs cartes, alors que vous en possédez déjà 3, vous piochez normalement, puis vous devez immédiatement défausser la carte de votre choix pour revenir à 3. À votre tour, et uniquement durant la phase d'évolution et la phase de production, vous pouvez défausser tout ou partie de vos cartes mission pour obtenir un bonus immédiat. Chaque carte mission indique des conditions à remplir pour obtenir la récompense associée. La récompense est toujours un effet immédiat. Les conditions peuvent notamment consister à prendre le contrôle d'une cité, réaliser un certain nombre d'évolutions, contrôler des cités cumulant des ressources, posséder certaines unités, devenir la civilisation dominante d'une phase spécifique, réaliser une action particulière. Cette liste n'est pas exhaustive. Vous n'êtes jamais obligé de jouer une carte mission. Ici, c'est la condition à remplir. Ici, c'est un symbole exceptionnel. Une carte mission qui porte cette icône peut être jouée immédiatement si les conditions sont déjà remplies au moment de la pioche de la carte ou n'importe quand, tant que ces mêmes conditions sont remplies. Et ici, la récompense. Si vous réussissez plusieurs missions en même temps, vous devez prendre toutes les récompenses d'une carte avant de récupérer celle d'une autre. Vous pouvez toutefois prendre les récompenses d'une même carte dans l'ordre de votre choix. Si une récompense vous permet d'obtenir une armée, celle-ci doit être placée dans n'importe quelle cité que vous contrôlez. Vous pouvez placer une armée dans une cité déjà occupée. Si la récompense vous permet d'obtenir une flotte, celle-ci doit être placée dans un emplacement libre d'une mer adjacente à une cité que vous contrôlez. Vous pouvez également placer une flotte dans un emplacement maritime que vous occupez déjà. Comme pour tout placement d'unité, il peut être nécessaire de redéployer plusieurs unités. Si la récompense vous demande de placer une unité que vous n'avez plus dans votre réserve, vous pouvez placer une unité disponible de niveau inférieur. Si vous n'avez plus aucune unité disponible dans votre réserve, la récompense est perdue. Aion propose 6 civilisations jouables. Chacune possède une identité propre, un style particulier et un ensemble de cultures réparties sur les différents Aions. Je vais juste vous prendre l'exemple de l'Europe. Les unités de l'Europe sont de couleur bleue, son berceau et Athénaï. L'Europe est une civilisation équilibrée. Elle dispose de ressources équivalentes en richesse, dévotion et culture. Cette polyvalence permet d'adopter des stratégies variées. En contrepartie, il est plus difficile de dominer une ou plusieurs phases d'un tour. Elle accède rapidement aux unités les plus puissantes et bénéficie de nombreux bonus offensifs. En revanche, elle dispose de peu de bonus défensifs, ce qui la rend vulnérable aux contre-attaques. C'est la civilisation la plus expansive. Elle peut s'étendre sur presque toute la carte et ralentir ses adversaires, parfois au détriment de sa capacité à consolider ses acquis. Ses cultures sont les suivantes. Archaïca
Helada, Imperium Romanum ou Celti, Altes Reich ou Viking, France du Grand Siècle ou Império Espagnol, Commonwealth ou CCCCP. Pour donner une idée de comment est structurée une civilisation dans le jeu. C'est vraiment très intéressant. Maintenant que les concepts de jeu sont assimilés, passons au cœur du jeu, donc sa mise en place et comment se déroule la partie, bien entendu. Pour la mise en place, quel que soit le mode de jeu, choisis la mise en place est identique. Chaque civilisation commence en contrôlant son berceau et sa cité secondaire. Par exemple, l'Europe, en plus du berceau d'Athénaï, contrôle Knossos. Elle commence également avec une flotte de niveau 1 sur l'emplacement de la mer Méditerranée sous Athénaï. Vous placez votre unité spartiate sur Knossos ou Athénaï, et donc toutes les civilisations commencent avec, comme je vous disais, leur berceau et leur cité secondaire. Chaque joueur prend ensuite les ressources des cités qu'il contrôle, c'est-à-dire son berceau et sa cité secondaire. Le plateau civilisation correspondant est placé devant le joueur, les tuiles culture à proximité, ainsi que les différentes unités. Les unités sont triées selon leur disponibilité en fonction des évolutions réalisées. Le paquet de cartes mission de la civilisation est mélangé pour former une pioche. Le joueur pioche ensuite les 3 premières cartes. Une partie se déroule sur un maximum de 5 haillons, c'est-à-dire 5 tours de jeu. Chaque haillon est divisé en 6 phases. Lors du premier, la phase d'initialisation n'est pas jouée. La phase de percée ne se joue qu'au 5e. Aucune personne n'est disponible avant ce moment. Les phases sont les suivantes. Initialisation, évolution, religion, production, percée uniquement en haillon 5, phase campagne. Commençons donc par la phase d'initialisation. Les actions de cette phase peuvent être effectuées simultanément par tous les joueurs. Cependant, chaque joueur doit respecter l'ordre des étapes. L'ajout des cultures, qui constitue la dernière étape de la phase d'initialisation, se fait joueur après joueur, selon le sens déterminé par le joueur dominant la percée. Tous les marqueurs contrôle placés du côté converti sont retournés sur leur phase contrôle. Les unités d'élite de l'haillon précédent sont retirées de la partie. Chaque civilisation collecte les ressources correspondant aux cités qu'elle contrôle. Les ressources sont placées sur le plateau civilisation, comme ceci. Pour chaque cité contrôlée possédant l'icône correspondante, un icône savoir accorde un savoir, une dévotion, une icône richesse accorde une richesse. Le stockage de chaque type de ressources est limité à 5. Chaque phase est dominée par une civilisation. Pour la 1, la phase évolution est dominée par l'Asie, la phase religion est dominée par l'Orient, la phase production par l'Afrique, la phase percée par l'Europe, la phase campagne par l'Europe. À partir de l'haillon suivant, les dominants sont déterminés à l'issue de la sous-phase collecte des ressources. La phase évolution est dominée par la civilisation possédant le plus de savoir, la phase religion est dominée par celle possédant le plus de dévotion, la phase de production est dominée par celle possédant la plus grande richesse, la phase percée est dominée par la civilisation ayant le score de civilisation le plus élevé. Même si la phase percée n'est jouée qu'en haillon 5, sa domination doit être déterminée à chaque. La phase campagne est dominée par la civilisation obtenant le plus grand total, en additionnant toutes ses ressources et son score civilisation. Les dominants sont indiqués en plaçant des marqueurs de contrôle sur la piste de domination. La piste de domination est mise à jour à chaque phase d'initialisation. Un cas particulier lors de l'haillon 1, si une civilisation est désignée comme dominante d'une phase n'est pas jouée, une autre civilisation prend la dominance. Pour chacune des phases 1 à 5, la civilisation dominante désigne une civilisation, y compris elle-même, qui jouera en premier cette phase et lui remet la tuile rose des vents. Vous voyez ici. Puis détermine si l'ordre du jeu se fera dans le sens horaire ou anti-horaire. La tuile rose des vents est orientée selon le sens choisi. Au début de chaque nouvel haillon, vous changez d'air. Cela signifie qu'à chaque passage vers un nouvel haillon, vous devez choisir et ajouter une culture disponible à votre civilisation. L'ordre dans lequel les cultures sont ajoutées est déterminé par la civilisation qui domine la phase percée. Une fois la culture posée, vous y appliquez immédiatement ses effets dans un ordre précis. Bien entendu, vous prenez à l'haillon 2, vous prenez une culture de l'haillon 2, à l'haillon 3, une culture de l'haillon 3, et ainsi de suite. Lorsqu'une cité est capturée suite à l'ajout d'une culture, on parle d'annexion. C'est également le terme utilisé lorsqu'une annexion résulte d'une récompense de mission. Si une armée ennemie occupe la cité concernée, son propriétaire peut la redéployer selon les règles de redéploiement et de bataille terrestre. Si ce n'est pas possible, l'armée est replacée dans la réserve de son propriétaire. Chaque culture indique dans son attelette une liste de cités. Vous voyez ici. Pour chaque cité indiquée, si vous ne la contrôlez pas déjà, vous l'annexez. Si vous la contrôlez déjà, vous pouvez effectuer une amélioration gratuite d'unité. Cette amélioration doit être réalisée dans la cité mentionnée, ou si ce n'est pas possible, dans une cité adjacente. Certaines cultures accordent une ou plusieurs unités d'élite. Si vous recevez une armée d'élite, vous devez la placer dans une cité que vous contrôlez. Si cette cité est déjà occupée par une de vos armées, vous pouvez redéployer cette dernière. Si vous recevez une flotte d'élite, elle doit être placée sur un emplacement libre d'une mer. Si cette mer contient déjà l'une de vos flottes, vous pouvez redéployer cette flotte. Toutes vos armées et flottes pourront être redéployées à nouveau plus tard, durant la phase de campagne. Une unité d'élite détruite est définitivement retirée de la partie. Il est important de rappeler qu'une unité d'élite ne peut agir que durant l'haillon correspondant à sa culture. Certaines cultures fournissent directement des ressources ou des unités. Chaque ressource peut mieux placer sur un emplacement libre du plateau. Chaque unité doit être placée dans une cité que vous contrôlez. Si cette cité est déjà occupée par l'une de vos unités, vous pouvez la redéployer. Passons maintenant à comment fonctionne la phase d'évolution. Durant la phase d'évolution, vous allez utiliser votre savoir pour faire progresser votre civilisation.
Concrètement, vous dépensez vos points de savoir pour acquérir des évolutions. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque évolution, mais je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Vous pouvez échanger une carte mission ou un savoir. Pendant cette phase, vous disposez d'une flexibilité importante. Vous pouvez une seule fois durant votre phase d'évolution, soit défausser une carte mission pour obtenir un point de savoir, il doit être utilisé tout de suite, il n'est pas conservé sur votre plateau. Soit faire l'inverse, défausser un savoir et piocher une carte mission. C'est un échange ponctuel limité à une seule occurrence par tour. Chaque culture possède ses propres évolutions. Sur chaque évolution, le nom apparaît en haut au centre et son style graphique indique son type. Il peut s'agir d'une technologie, d'une unité d'élite, d'une invasion, d'une révolution ou d'une percée. Pour certaines, vous allez retrouver ici un coût en savoir pour acquérir l'évolution. Pour la révolution et les invasions, ce coût peut être payé avec n'importe quel type de ressources. Si le coût est indiqué de 0, l'évolution est automatiquement acquise, gratuitement lors de la phase d'évolution, qui suit immédiatement l'ajout de la culture. Il peut y avoir des récompenses immédiates. Ces effets ne s'appliquent qu'au moment précis où l'évolution est acquise. Il peut y avoir également une capacité permanente. Certaines capacités nécessitent un coût d'activation pour être utilisée. Une capacité ne peut être activée qu'une seule fois par tour. Les options de percée fonctionnent différemment. Elles doivent être développées normalement pendant la phase d'évolution de l'Aïon 5, mais elles ne peuvent être utilisées que pendant la phase de percée de ce même maillon. On les prépare donc pendant l'évolution, on les active plus tard. Certaines évolutions dépendent des autres, elles sont reliées entre elles par des flèches, comme vous voyez par exemple ici. Tant que l'évolution précédente n'est pas réalisée, la suivante reste inaccessible. Parfois, ces liens traversent même plusieurs cultures successives. Certaines évolutions proposent des versions différentes, chacune a son propre coût. Dans ce cas, selon les cultures déjà agglomérées et les évolutions déjà acquises, vous devez choisir la version qui améliore le plus votre civilisation. Il s'agit d'un choix libre, vous devez toujours prendre la version qui représente la progression la plus avancée pour votre civilisation. Pendant votre phase d'évolution, on peut déclencher une ou plusieurs révolutions selon les cultures que vous avez intégrées à votre civilisation. Une révolution peut être initiée à n'importe quel moment durant votre phase d'évolution. Son coût est toujours de 2 ressources de votre choix. Les révolutions sont généralement très puissantes. En revanche, elles peuvent entraîner des restrictions importantes sur d'autres éléments de votre développement. Et ensuite une phase de religion. Durant cette phase, vous devez utiliser votre dévotion pour convertir des cités sans passer par la conquête militaire. Il s'agit d'un moyen d'expression alternatif à la guerre. La conversion religieuse permet de prendre le contrôle d'une cité neutre ou ennemie en dépensant de la dévotion. Vous ne pouvez convertir qu'une cité adjacente à l'une des vôtres. Vous avez également des dévotions défensives. Vous pouvez placer de la dévotion défensive dans un territoire. Elle doit être défaussée au début de la prochaine phase d'initialisation. Chaque cité que vous contrôlez dans ce territoire bénéficie de cette protection. Pour convertir une cité neutre, vous devez dépenser un nombre de points de dévotion au moins égal au niveau militaire imprimé sur la cité plus 1. Une fois la conversion réussie, la cité rejoint votre civilisation. Vous placez dessus votre marqueur de contrôle. Côté converti. Immédiatement après, vous y placez une unité en dépensant la dévotion supplémentaire. 1 pour une unité de niveau 1, 2 pour une unité de niveau 2 et 3 pour une unité de niveau 3. Convertir une cité ennemie, le principe est identique, mais le coût est plus élevé. Vous devez dépenser un nombre de dévotions au moins égal au niveau de l'unité présente dans la cité, plus le nombre de dévotions défensives placées, plus 1. Lorsqu'une cité devient convertie, elle ne peut plus être convertie par un adversaire durant le même maillon. C'est pour cette raison que le marqueur contrôle est placé côté converti au moment de la conversion. Il y a ensuite une phase de production. Durant cette phase, vous pouvez produire gratuitement des unités et les améliorer. Chaque civilisation dispose d'une réserve fixe, 9 armées régulières, 4 de niveau 1, 3 de niveau 2, 2 de niveau 3 et 6 flottes régulières. Chaque tour, et pour chaque cité manufacturière que vous contrôlez, vous pouvez produire une unité depuis votre réserve. La production des unités les plus puissantes nécessite d'avoir réalisé les évolutions nécessaires. Dans les produits déplacés, soit dans une cité manufacturière contrôlée, soit dans une cité contrôlée adjacente à une cité manufacturière contrôlée. Une flotte est placée sur un emplacement libre d'une mer adjacente à une cité manufacturée. Vous allez pouvoir également améliorer des unités ou produire une flotte de niveau 1, en dépensant soit de cartes mission, soit de ressources de votre choix. La phase de percée qui elle n'a lieu qu'à l'Aïon 5. Durant cette phase, vous pouvez utiliser les percées que vous avez développées précédemment pendant la phase d'évolution de ce même Aïon. Une percée doit être développée pendant la phase d'évolution, ne peut être utilisée qu'en phase de percée, ne peut être utilisée qu'une seule fois par partie. Il y a ensuite une phase de campagne. La phase de campagne est divisée en 2 sous-phases. Redéploiement maritime et bataille navale, redéploiement terrestre et bataille terrestre. Chaque flotte et chaque armée ne peut être redéployée qu'une seule fois par phase de campagne. Il ne peut attaquer qu'une seule fois, à l'exception des effets spécifiques issus des cartes mission ou de certaines capacités d'évolution. Commencez par redéployer gratuitement chacune de vos flottes. Une fois tout redéploiement terminé, vous pouvez initier les batailles navales. Chaque flotte peut attaquer une flotte adverse au coût de 1 richesse par attaque. Une fois pour le redéploiement, une flotte peut se déplacer d'une mer vers un emplacement libre d'une mer adjacente. Il est également possible de changer la position de 2 flottes. Vous pouvez utiliser les bords de la carte. Faites attention au détroit. Une flotte peut se redéployer également à travers un détroit. Une flotte peut attaquer une flotte adverse située dans une mer adjacente.
Condition pour détruire la flotte ennemie, son niveau doit être strictement supérieur à celui de la flotte en défense. Vous devez payer une richesse. Si l'attaque réussit, la flotte adverse est placée dans la réserve de son propriétaire. Vous pouvez donc choisir d'occuper la mer libérée avec votre flotte attaquante. Une flotte de niveau 2 détruit donc une flotte de niveau 1, une flotte de niveau 3 détruit une flotte de niveau 1 ou de niveau 2. Certaines évolutions ou récompenses accordent des bonus d'attaque navale ou des bonus de défense navale, mais ces jetons sont à usage unique. Dans une bataille, l'attaquant commence par dépenser un richesse. Ah non, s'il utilise un jeton bonus d'attaque, le défenseur peut alors utiliser un jeton de bonus de défense. Les joueurs peuvent continuer à ajouter des jetons alternativement, jusqu'à ce qu'aucun des deux ne soit en utilise davantage, en calculant ensuite le niveau final des flottes. Si le niveau de la flotte attaquante est strictement supérieur à celui de la flotte en défense, la flotte défensive est détruite. Si le niveau attaquant n'est pas supérieur, l'attaque échoue. Tous les jetons bonus utilisés sont défaussés. Après la phase maritime, vous passez aux opérations terrestres. Vous pouvez redéployer vos armées. Une fois ce déploiement terminé, chaque armée peut initier une attaque terrestre. Chaque attaque coûte 1 richesse. Une armée peut se déplacer vers une cité adjacente, contrôlée par une civilisation, et libre. Il est également possible d'échanger la position de deux armées. Une armée peut attaquer une armée ennemie présente dans une cité adjacente. Le niveau de l'armée attaquant doit être strictement supérieur à celui de l'armée en défense. Vous devez payer 1 de richesse. Le déroulement est sensiblement le même que les attaques navales. Lorsque vous attaquez une cité neutre, vous devez faire attention. Vous devez prendre en compte le niveau de sa garnison imprimée. Pendant la phase de campagne, si votre tuile de culture a une invasion, vous pouvez la déclencher. Donc là, je vous explique les grandes mécaniques de comment tout fonctionne. Je ne suis pas rentré dans tous les détails, bien entendu, parce que le jeu est vraiment riche. Donc je vais faire une présentation déjà avec ce prototype qu'on m'a fait parvenir, que je puisse vous parler de ce jeu. Moi, je suis vraiment enthousiasmé. Donc on va continuer maintenant. Je vais vous parler des modes de jeu. Mais le jeu propose en effet 2 modes que vous allez choisir au moment où vous commencez la partie. Le mode stratégique et le mode Battle Royale. Le mode stratégique, c'est le mode principal. Chaque joueur choisit une civilisation, chaque joueur pioche 3 cartes, le système est conçu pour que chaque joueur ait toujours une civilisation qu'il doit attaquer, une civilisation qu'il attaque. Vous utilisez les cartes cibles, vous mélangez uniquement les cartes correspondantes aux civilisations jouées. Chaque joueur pioche une carte à tour de rôle. Cette carte désigne la civilisation qu'il devra attaquer. La carte reste secrète. Si un joueur pioche sa propre civilisation, il pioche une nouvelle carte, il remet la première dans le paquet, et le paquet est mélangé à nouveau. Pour gagner un mode stratégique, vous devez contrôler toutes les cités de votre continent marquées d'une étoile. Contrôler un nombre précis de cités sur le continent de votre adversaire. Le nombre exact dépend d'un tableau d'objectifs. Vous pouvez être libre aussi d'attaquer d'autres civilisations dans ce mode, pour ralentir leur progression, pour obtenir des ressources, pour vous positionner stratégiquement. En mode de joueur, chaque joueur choisit une civilisation parmi Afrique, Asie, Europe, Orient. Ensuite, vous désignez une civilisation tierce parmi celles non choisies. Cette civilisation tierce doit être en contact géographique avec les 2 civilisations jouées. Leur fonctionnement est identique au mode stratégique. Condition de victoire, contrôlez toutes les cités éloignées de votre continent, contrôlez 3 cités chez votre adversaire, contrôlez 4 cités dans la civilisation tierce. Le mode Battle Royale se joue à 3 minimum. Dans ce mode, les civilisations s'affrontent librement. Vous gagnez dès que vous atteignez l'un des objectifs indiqués par votre civilisation dans le tableau des objectifs. Les cités à conquérir doivent appartenir à une civilisation effectivement jouée autour de la table. Ce mode est plus long, mais offre une liberté stratégique totale. Et juste avant de passer à mon avis sur Aion, si la vidéo vous aide à y voir plus clair, si vous aimez ce format où on prend le temps de comprendre un jeu, pensez à soutenir la chaîne. Un like, un commentaire pour me dire ce que vous pensez du jeu, ou quelle civilisation vous tenterez le plus. Et bien sûr, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Ça aide énormément à faire vivre ce type de contenu, et cela me permet de continuer à vous en proposer. Place maintenant à mon avis sur Aion. Aion est un jeu qui vous regarde droit dans les yeux et qui vous dit, si tu veux gagner, il faut prendre des décisions et les assumer. Dès la première partie, on comprend que ce n'est ni un jeu de gestion tranquille, ni un jeu de développement où chacun construit dans son coin avant un décompte final. Ici, la confrontation n'est pas un accident. Elle est structurelle, elle est encouragée, elle est presque obligatoire. Et cette orientation change profondément le ressenti autour de la table. La première sensation que j'ai eue, c'est celle d'un jeu exigeant. On est constamment en train de calculer les ressources adverses, calculer les dominances de phase, calculer les timings d'ajout de culture. Calculer si une attaque est réellement rentable. D'ailleurs, on ne laisse pas beaucoup de place à l'improvisation pure. Même les invasions, qui peuvent sembler spectaculaires, doivent être préparées. Le jeu donne une impression de contrôle fort. Le hasard est très limité. Les cartes missions apportent de l'adaptation, mais pas de chaos. La réussite dépend surtout de la lecture stratégique. Ce n'est pas un jeu chaotique, c'est un jeu où les regards se croisent souvent, où les silences sont lourds, où un simple déplacement peut être interprété comme une menace. On sent la tension monter à mesure que les haillons passent. Le rythme est structuré par les 5 haillons, et ça fonctionne très bien. Chaque tour apporte une nouvelle culture, donc une nouvelle orientation, donc un ajustement stratégique. On ne reste jamais figé dans une seule identité. Le premier est souvent une phase d'installation, mais déjà agressive. Le deuxième et le troisième sont souvent les plus décisifs. Le quatrième stabilise ou fracture. Le cinquième est explosif avec la phase de percée. Votre civilisation change réellement, elle gagne en puissance, elle se spécialise, elle prend des risques différents. Et surtout, le jeu ne s'étire pas inutilement. Les conditions de victoire peuvent provoquer une fin au 3e ou 4e haillon si un joueur a su accélérer. Ce n'est pas un jeu qui s'éternise pour le plaisir. Aion ne prétend pas être un jeu historique réaliste, mais il a réussi à transmettre une sensation crédible d'évolution civilisationnelle.
Le système d'agglomération culturelle est très intéressant. Chaque nouvelle culture ajoute des capacités, des unités, des orientations stratégiques. On ressent vraiment la transition d'époque. Les mécaniques de dominance de phase est à mes yeux l'un des éléments les plus élégants. Elle simule une forme d'influence globale, dominer la religion, la production, l'évolution, ça change l'ordre du jeu, et donc l'initiative. C'est simple dans son principe, mais stratégiquement très profond. Et surtout, ça force les joueurs à regarder au-delà de leur simple expansion territoriale. On peut gagner en influençant le tempo. Aion est un jeu de choix structurant. Choisir une culture n'est jamais anodin, ce n'est pas un bonus marginal, c'est une direction. Investir dans le militaire, dans la religion, dans la production, dans la flexibilité. Certaines civilisations encouragent l'expansion rapide, d'autres favorisent la consolidation. Certaines misent sur une conversion plutôt que la conquête, et ces orientations influent la dynamique autour de la table. L'invasion est par exemple un mécanisme très fort. Il permet de frapper loin, sans contrainte d'adjacence. Mais l'échec est sévère, l'armée est détruite, le risque est réel. Les attaques classiques demandent une richesse à chaque fois, ça limite le spam offensif. On ne peut pas attaquer partout sans réfléchir. Les dominances influencent l'ordre du tour influence les opportunités. Et ces interactions créent des couches stratégiques très intéressantes. On ne joue pas uniquement le plateau, on joue le tempo. La première partie peut sembler dense, surtout si les joueurs découvrent. En revanche, une fois les mécanismes intégrés, le jeu devient plus fluide. Les phases sont toujours les mêmes, la structure est stable, la complexité vient des choix, pas des règles changeantes. La jouabilité est solide, chaque civilisation a plusieurs options culturelles, les trajectoires sont différentes. Une Europe tournée vers l'expansion ne ressemblera pas à une Europe plus consolidatrice. Les objectifs asymétriques dans le mode stratégie renforcent l'attention. On ne vise pas tous la même chose, on est une cible, et on est la cible de quelqu'un. Le mode Battle Royale apporte une dynamique plus libre, plus longue. Les interactions humaines changent l'équilibre. Les alliances tacites, les lectures d'intention, les erreurs d'évaluation influent énormément l'expérience. Aion fonctionnera particulièrement bien avec des joueurs qui aiment la confrontation directe, des joueurs qui apprécient les jeux asymétriques, des joueurs qui aiment planifier plusieurs tours à l'avance, des joueurs qui acceptent que leur territoire soit contesté. Et si en plus, vous avez un groupe stable, prêt à s'y investir, vous allez passer des moments mémorables. Aion est un jeu ambitieux, structuré, exigeant, moderne dans sa gestion de l'asymétrie. Il apporte une lecture intéressante avec son système d'Aion de cultures successives. J'apprécie particulièrement le fait qu'il récompense la vision stratégique, les erreurs coûtent cher, les choix payent. Avec la bonne table, il propose des parties intenses, tendues et spectaculaires. Ce n'est pas consensuel, mais c'est cohérent. C'est un jeu de conquête exigeant, stratégique et asymétrique. Il demande de l'investissement, mais offre en retour une vraie profondeur et des dynamiques de table fortes. Si vous aimez les affrontements réfléchis, les décisions lourdes de conséquences et les jeux qui évoluent réellement au cours de la partie, ils méritent clairement votre attention. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et que je vous invite vraiment à aller voir. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!